Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie d'Antoine pour une deuxième fois. Ici David au micro. Et voici maintenant la discussion en conscience avec Antoine pour le mois de mars de l'année 2021. Tout d'abord, bonjour Antoine, ça va bien? Ça va bien, David? Bonjour à toi. Ça va bien, toi aussi? Oui, certainement. Et je salue aussi les gens de mon public. Il y en avait plusieurs là, que je salue particulièrement là, qui avaient envie de t'entendre de nouveau sur ma chaîne YouTube, qui ont apprécié le premier entretien là, que tu m'avais accordé là, il y a quelques semaines. Ça fait plaisir à entendre. Merci. Oui, ben j'ai eu beaucoup de commentaires d'appréciation. Il y en a qui ont aimé ils trouvaient que la vibration passait bien entre nous deux. Le volet aussi, la vibration qui était en même calme, relax, qui se dégageait là, de l'enregistrement. Là. OK. Donc, pour débuter aujourd'hui, je voulais t'amener à parler de la mémoire cellulaire. Donc, la mémoire des cellules, entre autres, du corps biologique, le corps humain. Et pour débuter, la première question, c'est qu'est-ce que la mémoire donc cellulaire? C'est un peu les fonctions biomécaniques du corps humain. Alors, il y a les différents systèmes, système nerveux, système endocrinien, système digestif, système musculaire, tout ça, ça fonctionne d'une manière harmonieuse, autonome. Et tout ça est lié à la pensée Mhm. inconsciente ou consciente. Et c'est un feedback qui permet de voir ce qui se passe dans le corps physique en relation avec les pensées, les émotions, les humeurs, les comportements, tout ça. Il y a comme un lien à voir qui peut être utile dans l'évolution, dans la prise en charge de soi. Et justement, quelle est l'incidence de la pensée sur les mémoires des cellules? Ben, ça commence par l'émotion qui est véhiculée à travers le système nerveux lorsqu'on vit une émotion. Prenons un exemple, une émotion forte, où est-ce qu'il y aurait un petit choc, là, il se crée une étincelle dans le système nerveux qui va déclencher dans le cerveau. Puis là, cette étincelle-là va déclencher le système hormonal. Il y aura une sécrétion hormonale Mhm. qui va circuler dans le corps, qui va, à travers le sang, va se rendre éventuellement au récepteur. Les organes qui sont visés par cette émotion-là. Et puis, on va ressentir l'émotion dans le physique. On va la ressentir. Alors, si c'est une colère, on va ressentir la pression, on va ressentir que la respiration s'accélère, que la pression cardiaque augmente, on va sentir une tension musculaire. Alors, il y a comme des conséquences qui partent d'une émotion, qui est Mhm. une sensation électrique, qui est véhiculée à travers le système endocrinien, donc le système hormonal, qui va dans le sang et qui se répand. Alors, il y a comme un décalage entre le système nerveux, ce qui est instantané, Mhm. et le système hormonal, où est-ce que on sent que là, le sang est comme rempli d'une toxicité presque, parce que dans le cas de la colère, c'est une toxicité. Alors, on sent une pression, on sent un malaise. Puis, euh, là, c'est comme trop tard, tu ne peux plus rien faire. Une fois que le système hormonal est activé, qu'il y a un dérèglement parce qu'il y a des hormones qui sont sécrétées Mhm. ou d'autres qui sont amputées, à ce moment-là, il se crée un petit déséquilibre qui est un message pour l'individu. Alors souvent, exemple, un stress va créer une situation où est-ce que on se sent obligé d'agir sur le stress pour s'en libérer. Mhm. Alors, c'est le côté utile de l'émotion, c'est qu'elle nous met en face d'une situation à laquelle il faut répondre. Alors, ce système-là, hormonal ou neuro-hormonal ou neuro-endocrinien, sert à créer un langage physiologique,
c'est une régulation du système physique qui permet de fonctionner en accord avec la pensée. Oui, et c'est sûr qu'on peut penser, bon, par exemple, quelqu'un vit du stress, puis il y a la sécrétion massive de l'hormone du cortisol au sein de l'organisme. Donc, Oui, le stress amène une production d'hormones, ça crée une dépense d'énergie. Et c'est sûr que pendant que l'énergie mobilisée à générer des hormones n'est pas nécessairement utilisée ailleurs. Donc, ça m'amène à te poser la question, comment est-ce que l'être humain, premièrement, peut optimiser sa gestion des émotions ou des énergies? oui, c'est le but. Le but de tout ça, c'est d'apprendre à les reconnaître avant qu'elles prennent trop d'ampleur. Ceci dit, elles ne sont pas toutes négatives. On parle ici des émotions désagréables, des émotions qui font mal, qui apportent un malaise intérieur. Et à un moment donné, quand ces émotions-là deviennent trop prenantes, trop fortes, il y a plus, c'est très difficile de s'en libérer rapidement. Il faut comme vivre les conséquences de ça. Et il y a souvent une perte de lucidité, une perte comment dire, de maîtrise de soi, parce que l'émotion parle. L'émotion nous parle, c'est-à-dire qu'on devient l'émotion puis on l'exécute, parce qu'on n'a pas assez de recul. On est envahi par ce flot hormonal et on subit. Alors, oui, il faut. Le but de tout ça, c'est d'apprendre, de développer un système de détection précoce, un genre de radar Mhm. intérieur, sensible, développer une sensibilité qui, qui, euh, qui se perfectionne dans le feu de l'action. On peut voir si quelqu'un nous envoie, je ne sais pas, quelque chose de désagréable qui nous crée une émotion. On peut arriver à la situer, la voir dès le début, avant que la réplique, avant que la réplique, la protection, l'ego qui veut se défendre et qui embarque dans une contre-attaque, là, avant que ça prenne le dessus, puis que là, on soit envahi dans un débat, puis qu'on n'en finisse plus, puis que chacun veut avoir raison ou chacun veut, tu sais, veut envoyer promener l'autre, puis pour se libérer de l'émotion. Ça c'est vraiment, ça devient là une dynamique toxique quand on est rendu là. Alors, si on développe cette sensibilité euh, à à détecter d'une manière précoce, Mhm. surtout au niveau où ça se déclenche, au niveau où l'émotion rentre, au niveau du système nerveux, on a une chance de dire, wow, OK, je connais le jeu, je l'ai souvent vu, je ne veux pas me faire embarquer dans une émotivité qui va me charrier puis qui va m'intoxiquer éventuellement parce que le danger, ce qu'on n'a pas dit, c'est bien correct de vivre des émotions, puis de s'en libérer, de les exécuter, puis une fois de temps en temps, c'est normal, ça fait partie, c'est un des langages du corps physique, l'émotion. Ce qui devient toxique, c'est quand c'est répéter les mêmes émotions. C'est ça le danger. Quand les émotions sont Mhm. répétées, là, ça devient des modèles de pensée, ça devient des patterns, ça devient des circuits neuronaux se créent à force de répéter, ça devient, pour utiliser le langage astralisé là, du supramental, ça devient l'enthétisation d'une pensée. Ouais, ben, Si tu veux. c'est sûr que j'allais en venir avec toi parler justement de possession astrale, puis de justement là, d'enlisement dans les émotions. Oui, c'est intéressant de voir que ce qu'on appelle une entité, Mhm. c'est pas quelque chose qui vient là, de Pluton ou qui vient d'une autre planète. Là. C'est une création qui se fait à partir d'une répétition d'émotions toxiques. Je ne sais pas si cette définition est explicable, ou est compréhensible plutôt, mais je vais essayer de l'expliquer. Si prenons un jeune qui se fait critiquer par un de ses parents souvent, Mhm. puis ça le blesse à chaque fois.
puis ça le blesse pendant des années. À un moment donné, il se crée une entité. Une enthétisation, là, c'est une création progressive d'une entité. Puis l'entité, c'est pas l'émotion. C'est la parole qui va parler à travers l'émotion. Donc, l'entité se sert de l'émotion pour parler dans la tête de l'ego. Alors, l'émotion, exemple, disons que ça serait de la susceptibilité suite aux critiques. Ben, cette susceptibilité-là, elle va se manifester quand l'ego va se parler dans sa tête, là, puis il va se sentir blessé. Quelqu'un va lui dire quelque chose, puis l'entité va lui dire là, il y a une blessure. C'est pas le fun, là. Fais quelque chose. Alors, l'entité, c'est vraiment la parole que l'émotion véhicule dans la tête de l'individu. Oui, mais si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas juste du mémoriel là, traumatique du passé que la personne est réactivée. Je veux dire, il y a quelque chose aussi derrière qui peut faire interférence. Oui, ben la pensée, ben ça dépend, c'est où l'ailleurs? C'est-tu l'astral l'ailleurs? C'est-tu la pensée qui vient de l'esprit? C'est-tu la pensée qui vient des émotions? C'est-tu la pensée qui vient des hormones, comme on a dit tantôt? Alors, c'est la difficulté de la connaissance du regard intérieur. C'est d'apprendre à trier l'origine des pensées pour ne pas se faire manipuler. Ce dont je suis sûr, c'est que l'énergie vient d'ailleurs. L'énergie de la pensée vient d'ailleurs, puis elle est colorée lorsqu'elle passe dans la psyché. Alors, la psyché, c'est la zone des mémoires. Si elle ne passe pas dans la psyché, si la psyché est suffisamment décontaminée de l'astralité, des mémoires, à ce moment-là, la pensée sera plus supra, elle sera moins colorée. Elle aura une vibration plus en contact avec l'origine, avec la source de l'ego. C'est ça qu'on recherche à travers le supramental. On cherche à se libérer de ce parasitage psychique pour avoir accès à cette pensée qui est beaucoup plus, pas vraie, mais comment dire? Réelle, là. Réelle. Ouais, vibrante. Là, je comprends le principe que c'est ça. Le but, c'est que... Oui, vas-y. Mais c'est ça, tout ce discours qui dure depuis des années vise à identifier l'astral, identifier le parasitage et s'en libérer un jour à la fois, parce que ça ne se fait pas d'une shot. C'est facile d'identifier l'astral en une phrase comme le problème, mais c'est un travail qui prend des années. Oui, exactement, parce qu'il y a un délai dans l'intégration. On peut comprendre quelque chose sur le plan théorique, mais de le vivre sur le plan pratique, puis qu'il y a un changement dans son comportement significatif, ça peut prendre une longue période de temps. Là. Exactement. Alors, oui, la pensée vient d'ailleurs, mais elle est souvent contaminée. Si elle n'était pas contaminée, on aurait beaucoup de plaisir à travailler avec la pensée impersonnelle. Oui, exactement. Mais en lien avec l'exemple que tu donnais tantôt, comme par exemple un enfant qui se fait souvent critiquer par les parents ou injurier, c'est sûr qu'à un moment donné, en lien avec ça, ça crée une mémoire qui peut l'amener à créer une espèce de lourdeur dans la psyché. Donc, des idées qui intériorisent, qui fait sienne. C'est ça. Puis là, rendu à l'âge adulte, l'enfant est plus en contact avec les parents qui l'amenaient à se sentir pas bien ou à être défaitiste, mais ça reste dans sa tête parce qu'il a été imprégné de ça dans son enfance. Donc, ça y amène à revivre ces mémoires-là sans fin s'il ne casse pas cette chaîne-là. Dans un sens, on peut dire que c'est une forme d'astralisation en lien avec du mémoriel. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça génère une dérégulation, pas un désajustement au niveau de ces glandes endocrines. Exemple, il peut sécréter pas assez de dopamine. S'il y a une tristesse de fond qui l'habite, s'il est affecté par une humeur de longue date, là, un manque de confiance, par exemple, un manque de créativité, un manque d'énergie, c'est sûr que son système il y aura un déséquilibre au niveau de ses hormones.
il Mhm. peut manquer de dopamine, d'endorphine, tout ça. Alors, c'est ça le lien qu'on peut faire avec le corps physique. Puis le cercle vicieux, c'est que ce dérèglement des hormones qui crée cette lourdeur au niveau de son corps physique va affecter sa pensée. Si tu manques de ces endorphines, de cette dopamine, Mhm. de l'oxytocine, la sérotonine, enfin, toutes ces hormones-là qui donnent de l'énergie, si tu en manques, ça va affecter ton humeur, ton comportement et tes pensées. Alors, c'est comme si c'est le retour, le feedback de ce qui est descendu dans le corps à travers la pensée. Là, ça te revient, ça te remonte dans la pensée. C'est comme un cercle vicieux fermé entre le corps physique et le mental et la pensée. C'est pour ça que c'est difficile de se sortir là, des cercles vicieux comme la dépression ou d'autres. Enfin, je ne veux pas tous les nommer parce que, bon, il y en a beaucoup, là. Non, non, mais L'alcool. exactement, mais c'est intéressant à comprendre comme phénomène parce que justement, quelqu'un qui manque, par exemple, de dopamine, qui est l'hormone du bonheur ou de l'endorphine, ben là, son humeur est plus basse, fait que ça se peut qu'il écoute de la musique dépressive. S'il écoute de la musique dépressive, ça le renforce dans son état dépressif. Ouais, c'est bon. Ouais, Fait que ouais, là, la ouais. personne s'enlise, plus qu'elle se sent dépressive, plus qu'elle écoute de la musique dépressive, qu'il la confirme dans son état dépressif. Fait que il y a comme une espèce de boucle sans fin qui se présente, puis là, elle va sur les réseaux sociaux comme YouTube, puis on y propose tout le temps de la musique dépressive parce qu'ils ont le logiciel a vu avec des algorithmes qui a cliqué sur des vidéos. Hmm. Fait qu'il y a comme une espèce d'enlisement, là. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est difficile d'aider une personne comme ça parce qu'il ne va pas vibrer à une parole libératrice. Il va être Mhm. pessimiste, il va être dans son pessimisme quand il va entendre les mots. Alors ça prend du temps, ça prend vraiment un travail sur soi. Puis c'est souvent ce qui arrive. Les gens, à un moment donné, quand ça va pas bien, commencent à chercher des solutions parce qu'ils sont tannés de souffrir. Donc la souffrance devient utile pour les sortir de là. Si ils sont capables, parce que Mhm. des fois, il faut chercher de l'aide. Malheureusement, ça peut être utile d'avoir de l'aide. Oui, certainement. C'est sûr, s'il y a des gens qui écoutent l'enregistrement, qui ont Pardon. besoin de chercher de l'aide, là, je les invite à le faire, là, naturellement. Là. C'est sûr qu'au moment où on se parle, la période de crise, de pandémie de coronavirus est toujours présente. Et c'est une période qui est plutôt anxiogène pour beaucoup de personnes. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. On sait qu'effectivement, le stress, l'anxiété, ça diminue les sécrétions des bonnes hormones. Alors, c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, c'était une crainte des autorités de la santé. Là, c'est pour ça ils doivent vraiment bien balancer leurs décisions entre le confinement puis le déconfinement. C'est à eux de gérer ça parce que sinon, ça va être de pire en pire. Là. Oui, surtout que présentement, ce qui amène la sécrétion, entre autres, d'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, ben, on le retrouve entre autres dans l'activité physique. Or, pendant la période actuelle, l'accès aux salles d'entraînement de gym n'est pas permis là, au Québec. Donc, c'est malheureux. Le contre-coup de la crise, c'est que ça empêche les gens de faire de l'activité physique pour justement se remonter sur le plan énergétique. Oui, oui, c'est un danger. Je pense que au niveau de la masse, c'est un problème. Mais s'il y a des individus qui sont conscients de ça, de ce danger-là, et qui peuvent, comme tu as fait ce matin, aller faire du ski de fond pour bouger, finalement, c'est ce qu'il faut. Il faut pas attendre après les gyms pour aller bouger. Non, exactement. Ben, moi-même, chez moi, là, je me permets de m'entraîner là, physiquement. Des fois, je vais faire des push-ups, des redressements assis, des exercices pour les triceps, pour garder une espèce de forme minimale, là, pour pas être trop inertique. Parce que le mode de vie, présentement, nous amène à passer beaucoup de temps devant l'ordinateur. Tu sais, c'est beaucoup valorisé, là, que ce soit la formation à distance, le télétravail, pour éviter les contacts sociaux. Mais en tout cas,
on verra bien qu'est-ce que ça va donner sur l'ensemble de la population, là, mais je suis un petit peu sceptique là, sur les bienfaits du mode de vie là, qu'on est en train d'instituer, là. Non, c'est sûr que d'être devant un écran d'ordinateur à long terme, ça sera peut-être pas une bonne idée pour la santé mentale, ni la santé physique. C'est sûr que ça peut dérégler le sommeil et beaucoup de choses. Les écrans bleus changent un peu la chimie de la psyché, du corps. C'est des choses qui sont déjà connues et étudiées, là, que ça perturbe le sommeil, les écrans bleus, surtout si on en fait beaucoup le soir, là, mais... Oui. Exactement. Sinon, je voulais t'amener à parler de l'influence du corps physique sur la pensée. Ouais. Alors, le corps physique est beaucoup plus rigide que la pensée. La pensée peut changer très rapidement. Tu peux lire quelque chose, avoir une révélation, avoir un « wow, c'est fantastique ce que je viens de comprendre », mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va s'intégrer. Ça va être une mémoire mentale, un apprentissage. Il faut passer de l'apprentissage à une compréhension plus profonde et à une intégration plus profonde. Alors, il y a comme trois niveaux d'intégration, de compréhension. Au début, quand on entend quelque chose, on a le « wow », c'est intéressant ça, puis après ça, il faut l'intégrer un peu plus loin, le comprendre soit par des exemples dans nos vies ou par des événements qu'on vit qui mettent en application ce qu'on a compris. À ce moment-là, ça commence à être intégré. Donc, c'est pour ça que le supramental, c'est plus qu'une philosophie. Ça devient un style de vie qui est appliqué dans le quotidien, qu'il faut appliquer à travers les événements. Comment on réagit aux événements à chaque jour dans le quotidien? Comment on gère les émotions? Alors, c'est là qu'il est le travail d'intégration de ce qu'on avait compris. Alors, on peut lire sur l'intelligence, sur la volonté, on peut faire des belles lectures, on peut écouter des conférences qui nous ouvrent l'esprit, qui changent même nos neurones. Mais quand c'est le temps d'intégrer ça dans le corps, il y a un travail de transmutation qui se fait à travers les événements. Surtout les événements qui sont plus difficiles, qui sont plus désagréables. C'est là qu'il faut commencer à appliquer ce qu'on a compris. Alors, c'est là qu'il faut commencer, par exemple, à accepter des situations qu'on ne peut pas changer. Ça transmute beaucoup le corps émotionnel. Si on est pris dans une situation, il y a un exemple simple, tu es pris dans le trafic, puis tu auras beau chialer de toutes tes forces pendant 1 heure, tu vas suivre le rythme du trafic. Puis ton chialage, en fait, va te faire sécréter des toxines, puis tu vas te sentir mal. Tu vas avoir l'impression de te libérer de ton stress, mais dans le fond, tu vas t'empoisonner. Donc, ça ne transmute rien, ça. C'est pas intéressant. Mais si tu l'acceptes, tu dis, bon, mais je vais me mettre une bonne musique, je l'accepte, ça ne sert à rien que je m'énerve. Là. Puis tu fais vraiment un travail de te calmer, de calmer ta respiration, puis de dire, OK, c'est ça qui va se passer. Je le prends comme c'est, puis je vais en profiter pour penser à des choses enrichissantes ou écouter la radio ou peu importe. À ce moment-là, il y a un travail qui change ta vibration, ta tendance à t'énerver dans le trafic, elle va s'estomper, puis si ça se répète plus souvent, si tu es poigné dans le trafic 3 jours de suite, tu vas transmuter encore plus. Puis à un moment donné, tu n'auras même plus la pulsion de t'énerver, parce que c'est comme ça, c'est la vie. La vie est faite comme ça. Des fois, il y a du trafic, tu es pris dans le trafic, puis tu seras en retard. Alors ça, c'est une façon d'appliquer quelque chose qu'on a compris.
Oui, ben ça revient au principe qu'il faut être capable d'accepter ce qu'on peut pas changer, puis à ce qu'on résiste, ça persiste. C'est ça, c'est ça. Parce que si on s'énerve trop, ben là, on, on sécrète de l'adrénaline, puis ça, c'est très mauvais pour le cœur. Puis c'est mieux d'être conscient, d'être conscient de ça, parce que on- l'idée, là, c'est de faire un lien entre la toxicité physique et la toxicité mentale. Ça va ensemble, mais l'un affecte l'autre, comme on disait. Fait que Oui, c'était exact. un petit peu notre thème, finalement, d'aujourd'hui. Alors, à chaque occasion de faire un lien, je le fais, là. Oui, oui, ben c'est un thème qui est quand même pertinent, dans le sens il y a plein de personnes qui sont confrontées à des situations toxiques dans leur vie qui, en fait, les amènent à créer des émotions, puis aussi que ce soit du cortisol, l'hormone du stress ou Ouais. de l'adrénaline, donc différentes substances. Puis la façon que je vois ça, c'est que quelqu'un peut user son corps biologique prématurément à trop sécréter de tels éléments. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive parce que ce dérèglement au niveau des hormones Parce que les hormones sont faites pour travailler ensemble. Toutes les hormones pour créer un équilibre au niveau cellulaire, au niveau de l'humeur, au niveau du comportement, au niveau des pensées. Ça travaille ensemble. Mais quand le métabolisme est déréglé à cause des hormones qui sont déréglées, Mhm. ben là, les cellules fonctionnent d'une manière un petit peu plus anarchique. Donc, le système immunitaire finit par subir le contre-coup d'un dérèglement à long terme comme ça. Donc, oui, c'est intéressant ce que tu dis là, de faire ces liens-là pour apprendre à écouter le corps, écouter le malaise quand il est rendu dans le physique. Idéalement, on arrive à empêcher que ce malaise s'incarne dans le physique, surtout sur le long terme, parce que c'est là où le corps physique peut vieillir ou tomber malade, ou le système immunitaire peut être affaibli. Donc, oui, c'est ça qu'il faut. Oui, parce que c'est sûr que si l'organisme est mobilisé à générer beaucoup de cortisol, à ce moment-là, l'énergie n'est pas utilisée ailleurs. Peut-être qu'il y en a moins qui est rétribuée au système immunitaire. Oui, c'est sûr que le système immunitaire fonctionne avec l'ensemble des organes qui sont harmonieux. Mhm. Alors, s'il y a un organe qui est déréglé ou plusieurs, ou comme tu disais, s'il y a trop d'adrénaline ou pas assez de dopamine, s'il n'y a jamais de joie, s'il manque de sérotonine, d'endorphine, s'il manque de joie dans une vie, puis il y a toujours cette lourdeur, c'est évident que les mémoires qui s'incarnent, les mémoires qui s'incarnent dans les organes à travers cette lourdeur toxique qui est générée par le manque ou l'excès d'hormones va finir par affecter le système immunitaire. Oui, exactement. Moi, la façon que je vois les choses actuellement sur Terre, c'est que les gens ne sont pas éduqués de l'enfance par rapport à ce genre de choses là, qu'on parle présentement. Puis, il y a plein de personnes qui vont, un peu comme quelqu'un qui use prématurément son auto parce qu'il appuie tout le temps sur les freins. Mais pour moi, la sécrétion massive d'émotions, c'est un petit peu la même chose, dans le sens que quelqu'un peut user son corps biologique prématurément à trop, dans le fond, réagir là, par rapport à surréagir par rapport aux événements. C'est ça. C'est là qu'en prenant conscience de ça, il peut se faire une application de ce qu'on apprend là, au niveau du supramental, comment prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de ses pensées, apprendre à arrêter la toxicité, comment dire, l'intensité émotionnelle trop grande qui dérègle. C'est la gestion, parce que quand l'émotion devient trop forte, quand on a perdu le contrôle,
ben là, c'est un cercle vicieux, on peut plus s'en sortir facilement. Alors, il faut travailler 2 fois plus fort, ça prend 2 fois plus d'énergie pour retrouver l'équilibre. Et puis souvent, ça va créer des situations où est-ce que la dynamique avec les gens autour de nous peut devenir tendue. Si on vit des tensions, du stress, puis qu'on n'est pas capable de se rebalancer, de s'en libérer. Alors, on embarque là, dans des situations où est-ce que si on est avec un conjoint ou tout ça, on peut facilement transférer notre stress sur l'autre parce on est de mauvaise humeur, puis on a le temps, on a le tempérament plus court, là, on a la mèche plus courte. Et puis ça crée des problèmes au niveau des relations. Donc, c'est un cercle vicieux, tout ça. Le point de départ, c'est d'en prendre conscience puis de le gérer d'une manière équilibrée. Dire, OK, là, je suis en train de me faire embarquer par mon agressivité. Je me sens agressif parce que je me fais attaquer. Bon, OK, on respire. C'est juste de le voir, c'est déjà la moitié de la victoire. Parce que si on l'exécute, puis sans le regarder, bon, on est dedans, on l'exécute, puis là, on vit une mécanique émotionnelle d'agressivité. Mais si on voit que là, on est en train de sentir une agressivité monter parce qu'on a une argumentation avec l'autre personne, puis là, ben, on dit, bon, ben, je me ferai pas embarquer parce que je sais que ça va rien donner, puis que ça va juste créer plus de chicanes, puis on n'en sortira plus. Alors là, on décroche, c'est ça la volonté, c'est la capacité d'arrêter le train de l'astral qui est en train de s'ingérer dans la psyché, dans le mental, puis dans la relation, puis dans la parole. Oui, sortir de la mécanicité émotive, mais en même temps, l'énergie créative peut, dans le fond, être manifestée dans le rapport de force en utilisant l'énergie agressive dans le rapport avec l'esprit. Oui, Vas-y, continue. Je voulais t'amener sur ce terrain-là, parce que c'est sûr que, bon, souvent dans la croissance personnelle, il y a des gens qui vont dire, ben là, quand vous êtes agressif, prenez une grande respiration, calmez-vous, stabilisez-vous. Moi, je vais dire oui dans la relation avec l'être humain, pour pas être dans un rapport haineux avec d'autres êtres humains, dans un esprit de mettre un équilibre, mais il y a le rapport aussi de force avec les plans de la lumière, ou un peu comme Bernard de Montréal parlait de colère mentale, que là, l'énergie agressive pourrait être utilisée pour aller arracher du matériel au plan de la lumière. Oui, parce que le problème, c'est que souvent on passe par des phases spirituelles quand on est dans cet éveil, que ce soit supramental ou d'autres. On n'est quand même pas dans notre autorité. On est encore un petit peu dans une spiritualité. Par exemple, on aime notre double, tu sais, ou on aime notre esprit, ou on aime l'ajusteur de pensée, puis on travaille avec lui, puis bon. Sauf que c'est un assujettissement au double ou à l'esprit si on l'aime trop, parce que l'esprit ne peut pas s'incarner dans le corps d'égal à égal si on a un rapport de force, de soumission et d'amour face au double. Alors, aimer le double, c'est vraiment pas ce que le double cherche à faire de nous. Parce que le double, s'il veut s'intégrer dans le système, dans le corps physique, dans le système psychique de l'ego, il faut qu'il y ait une égalité dans le rapport. Alors, souvent, on a créé ce concept de la colère vis-à-vis des forces de l'esprit pour justement que l'ego rentre un petit peu plus dans sa propre autorité et qui arrête d'aimer trop son esprit, d'aimer trop son double. Donc, c'est un concept qui est important. Je pense qu'il y a son utilité, sauf que tous les concepts ont une fin de vie. À un moment donné, quand le temps vient, l'ego prendra conscience que le rapport, qu'il a suffisamment de détermination, il comprend suffisamment le jeu pour ne plus se servir de ce concept-là.
et en fait, ne même plus se fier au double. C'est ça le point, c'est que quand on arrête de se fier à l'esprit au double, qui commence à être intégré dans l'ego, qui a un rapprochement, un début de fusion même, Mhm. à ce moment-là, on n'est plus dans une relation de je et tu. Je, l'ego qui parle à tu l'esprit, puis l'esprit qui éclaire l'ego, puis là, on est plus dans un rapprochement que c'est une collaboration, c'est un nous. Et puis, si jamais ça se désajuste, que l'esprit reprend un petit peu trop de force, ben l'ego devra réajuster parce que l'esprit, c'est un joueur de tour. Il y aura toujours des situations où est-ce que l'ego va se faire prendre parce qu'il il dormait ou parce qu'il a perdu sa vigilance et puis la situation va faire en sorte qu'il va se faire mal. Et il va être obligé de se réveiller puis dire, bon, ben un petit peu de colère mentale contre l'esprit parce qu'il y a eu Mhm. un dérèglement du contact ou de la relation égal à égal. Oui, exactement. C'est sûr que la finalité de la fusion, tout ce que j'en comprends, c'est une horizontalisation du rapport entre l'ego et l'esprit pour que les deux soient égales. Et c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, c'est que, bon, on peut dire que d'une manière temporaire, il peut y avoir un décalage énergétique entre les deux. C'est sûr, dans un premier temps, l'ego qui est spirituel, il peut être fasciné par l'esprit. À un moment donné, il vit une phase de déspiritualisation, de désillusion, où là, il va contester l'esprit. Mais c'est sûr que dans un sens, comme tu l'exprimais quelques instants, bien, lorsque les deux sont réunis, c'est sûr qu'ils peuvent parler au nous, qui est le point de rencontre entre le je et le tu. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours un rapport de force dans le jeu et tu. Bien sûr, on peut sentir qu'on continue de dialoguer au jeu et tu en pensant ou en sentant qu'on a une égalité dans le rapport. Ça peut se faire aussi. Mhm. On n'est pas nécessairement obligé de rentrer dans le nous ou dans le on, mais c'était une façon à ma créativité de faire le lien, si tu veux, puis d'arrêter de penser en termes de je et tu. D'ailleurs, ça se passe pas comme ça de toute façon pour moi. Là. Comme je te disais, si j'ai une révélation intérieure, ça parle ni au je ni au tu. Mhm. Ça parle d'une situation, ça parle d'une perception, d'une conception nouvelle où ça met le regard sur un blocage qu'il faut débloquer. Donc, il n'y a même pas de questions. Il y a pas de questions, en fait. C'est comme si c'est juste du dialogue sans question. Ouais, ben, ça, on pourrait quasiment dire que ça parle tout seul, là. Ça parle tout seul. Puis c'est aussi, ce qui est le fun, c'est que il y a moins de recherche parce que l'ego, c'est un chercheur de lumière. Et puis, alors, les questions font partie de la recherche, mais à un moment donné, quand il y a un rapprochement, puis qu'on a juste des réponses ou juste un dialogue, et ça repose un petit peu, ça enlève le besoin de rechercher, qui est c'est un cercle vicieux parce que la recherche, ça peut durer très longtemps. Mhm. Ça peut durer très longtemps parce que la recherche souvent va nous amener à l'extérieur de nous-mêmes. On va ouvrir plein de livres, on va chercher partout, on va écouter plein de conférences puis pour essayer de trouver des réponses. Mais ces réponses-là sont à l'intérieur de nous. C'est juste que il faut développer ce, comment dire, ce lien avec le grand soi, avec soi-même. Oui, puis des fois, les questions nous voilent précisément le fait qu'on a déjà accès au savoir. Ah oui, c'est ça, exactement. Exactement. Mais entre les deux, entre la question naïve puis l'absence de question qui devient juste un dialogue, il y a la question-réponse qui est liée. Il y a toujours une réponse et une question qui viennent ensemble. C'est comme si l'esprit veut envoyer une réponse, mais il passe par la question
pour donner à l'impression à l'ego qui fait partie du processus. Au lieu de juste y donner des réponses, Ouais. l'ego va recevoir la question, mais c'est parce que la réponse, elle est là, mais l'esprit attend juste de manifester la réponse suite à la question de l'ego. Ouais. Donc, ça, oui. Ouais, je comprends. C'est intéressant comme stratagème là, de dévoiler ça. Dans un sens, c'est une forme de manipulation. Tu sais, on te conditionne pour vouloir quelque chose, puis après ça, on présente la réponse. C'est ce que l'esprit fait toujours, manipule l'ego pour l'amener à intégrer les principes supérieurs. Parce que l'esprit ne peut pas se dévoiler. S'il se dévoile, l'ego va être soumis tout de suite. Parce que la puissance de l'esprit est beaucoup trop grande, puis l'ego va être tellement émerveillé par cette énergie-là, par le savoir que ça apporte, ou la télépathie que ça apporte, ou même l'énergie que ça apporte. Donc, l'esprit doit y aller à petite dose, puis donner à l'ego l'impression que c'est lui qui intègre ça, puis c'est lui qui fait descendre ça. Puis, alors, c'est un jeu subtil et intelligent qui se joue dans l'ego. Oui, autrement dit, l'esprit, comme quelqu'un qui fait de l'hypnose, va induire des idées pour amener que l'ego amène justement des questions pour amener certaines informations. Puis comme l'ego, il est orgueilleux, ben il va dire ah ça vient de moi telle idée, puis là il est fier de tout ça, tu sais. C'est ça. Puis bon, les parents font ça des fois avec des petits-enfants. Ils vont leur mettre des idées dans la tête. Ils les manipulent finalement. Puis l'enfant, il dit ah oui, ça, oui. Il a l'impression il vibre, tu sais, il est bien content. Oui, ben il n'y a pas juste les parents en passant. Là, quand on regarde ce qui se passe dans la crise du coronavirus puis l'influence médiatique, tu sais, je regardais il y a quelques jours, les médias mettaient l'emphase que en Israël, ils ont retrouvé un mode de vie là, où est-ce que ça va bien, les gens peuvent aller s'entraîner en salle, ils peuvent ensuite aller au cinéma, au restaurant, mais il faut qu'il y ait un passeport vaccinal. OK. Fait que là, on induit cette idée-là, que c'est la solution, puis là, les gens sont heureux à cause de ça. Puis là, quelques jours après, ben, on nous présente un autre reportage qu'on dit que le gouvernement du Québec pense à introduire un passeport vaccinal, après avoir préparé le terrain en nous induisant l'idée que si on a ça, on va être heureux comme les gens en Israël. Effectivement, il y a de la manipulation. C'est sûr que le gouvernement nous prépare toujours quelque temps à l'avance pour ne pas nous donner un trop grand choc. J'imagine que ça va être très contesté, en tout cas ici, cette mesure-là. En tout cas, surtout chez les jeunes, parce que les autres, ils n'en ont pas besoin du vaccin autant que les vieux, là, c'est sûr. Alors, c'est un petit peu un problème parce que c'est la liberté de choix là, qui entre en ligne de compte. Alors, ça va créer du remous, j'imagine. On verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un parallèle à faire entre la dimension manipulatrice que peut avoir l'esprit, puis manipulation aussi de masse qui s'opère à travers les médias, où on va réduire certains éléments pour présenter ensuite, puis mobiliser les gens à adopter une solution. Tout à fait. C'est comme... Ouais. Oui. Oui, c'est ça, la manipulation. C'est le principe aussi des initiés. Si on écoute Bernard, Daniel Kemp, c'est comme les a nommés Yannick, c'est des supramenteurs. C'est les supramenteurs. Ils se servent du supramental pour créer des mensonges cosmiques qu'ils appellent. Moi, j'aime mieux créatifs. Des mensonges créatifs, c'est-à-dire qui sont utiles pour amener l'ego à un plus haut niveau de compréhension et d'intégration de l'énergie. Alors, c'est des mensonges, c'est de la manipulation totale. Bernard, il aura bien beau nous dire qu'il ne faut pas le croire, mais il y a une vibration tellement forte, une pensée, une puissance verbale tellement intense et une qualité de contenu qui est tellement sentie que c'est difficile d'écouter ça sans être influencé, fasciné ou même subir des impressions. Alors même si tu le sais qu'il ne faut pas croire, l'ego se fait manipuler. C'est sûr que les égos se font L'ego peut manipuler. l'être, c'est ça, en dépit de la mise en garde, étant donné sa puissance, son magnétisme personnel, là, son taux vibratoire qui est quand même très fort. Mais c'est sûr qu'il y a une distinction à faire entre un mensonge dans le sens machiavélique du terme versus un mensonge que je dirais pédagogique. Là.
Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais ça fait partie du passage à travers cette instruction-là que de se libérer des mensonges cosmiques. C'est sûr qu'on nous a beaucoup aidés. Bernard lui-même en a défait beaucoup de ces mensonges-là. Tout à l'heure, on parlait du principe de la colère. Lui-même le défait dans une phrase à un moment donné dans la dernière série, là, je ne me rappelle plus laquelle. Puis si on abuse de ce principe de la colère contre les forces, ça peut se revirer contre nous. Ils peuvent nous couper. On peut se faire couper. Alors, il n'y a pas de formule. C'est pour ça que Mhm. si on prend ce principe de la colère contre les forces, c'est qu'on l'applique tout le temps, puis qu'on le répète, puis qu'on le répète. À un moment donné, les forces vont dire, OK, là, c'est assez, ça ne marchera plus. Il est temps que tu fonctionnes tout seul. Là. Arrête de compter sur nous, puis les forces, c'est nous dans toi, puis arrête de dépendre de ce rapport de force-là, intègre-le, puis c'est comme une façon, le message qui est sous-tendu derrière ça, derrière se faire couper, dans la tentative d'utiliser la colère contre les forces, parce que il faut que ça prenne fin à un moment donné. Il faut l'intégrer, l'énergie. Il faut arrêter de toujours être dans comment dire, une conception d'utiliser la colère. Ça va marcher le temps que ça va marcher, mais à un moment donné, l'ego va comprendre. Mhm. Quand ça sera le temps, l'ego va comprendre. Parce que si on intègre l'esprit, l'esprit est complètement dehors de toute forme de colère. L'esprit, c'est simplement de la lucidité, de la conscience Oui, ben moi, parfaite. la façon que je vois ça, c'est que tant que l'ego vit une forme de soumission par rapport à l'esprit, de monter dans un état de contestation pour horizontaliser son rapport à l'esprit, pour l'égaliser, ça a une utilité, mais quand les deux sont égaux, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de monter en colère pour ajuster les rapports parce qu'il est déjà ajusté. C'est ça. C'est ça. Alors, probablement que ça se fait tout seul, rendu à ce moment-là, que l'ego ne ressentira plus la pression, parce que la colère, elle vient d'une pression. Cette pression-là, c'est de la frustration. Alors que Mhm. si tu n'as pas de frustration, tu n'auras pas de colère. Alors, à un moment donné, quand il y a une paix qui s'installe, parce que, comme tu dis, le contact est horizontalisé, cette paix-là va faire en sorte que tu vas avoir tes réponses sans avoir de colère. Mais tes réponses ne seront pas le résultat d'une dépendance face à l'esprit. Ça sera que ta vibration, ton canal est suffisamment, a suffisamment été transmuté pour avoir accès à cette vibration-là. Oui, dans le sens que l'ego est suffisamment transparent, clair, pour pouvoir justement en clair. Eh oui, Mais c'est sûr qu'en lien avec ça, c'est subtil parce que là, ce qui me venait en tête, c'était l'idée qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre justement de la frustration parce qu'ils sont sous influence astrale de désir de savoir plus. Puis là, ils veulent mettre en place un rapport de contestation, mais si ça s'appuie sur une vibration astrale, c'est pas réel, tu sais, comme mouvement, là. Tu sais, si ça s'appuie sur une curiosité de oui, l'ego de savoir, alors que c'est pas de ses affaires objectivement, quand même, oui, oui. c'est ça. Ben, l'ego curieux n'aura pas de réponse. L'ego curieux, ce qui arrive aux égos curieux, c'est qu'ils vont souvent se mettre à ouvrir des livres ésotériques, puis aller chercher de la connaissance ésotérique. Et puis là, ils vont se créer une mémoire ésotérique qui va leur donner l'impression qu'ils ont de la puissance, qu'ils ont du pouvoir. Ça va les valoriser dans l'ego, mais Mhm. ça sera pas un savoir, ça viendra pas d'un savoir. Alors, si l'ego est sensible à l'écoute de lui-même, s'il est sensible à son écoute, et qu'il pose une question, qu'il se rend compte que c'est juste de la curiosité, puis qu'il n'y a pas de réponse, ben, il doit comprendre que les questions de curiosité ne sont pas des questions qui sont des questions d'évolution. Et puis l'esprit n'a pas d'intérêt à répondre à la curiosité de l'ego, parce que c'est booster l'ego, c'est construire l'ego encore plus que de lui donner des réponses liées à sa curiosité. Moi, exactement, dans un sens, c'est comme nourrir une forme de vice ou de défaillance de l'ego, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, l'ego risque d'être plus orgueilleux en disant, ah ben moi, je sais des choses que toi, tu sais pas, puis
se donner un orgueil intellectuel. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans ce rapprochement avec cette pensée qui vient d'ailleurs, comme tu disais, quand ça se rapproche, il y a plus beaucoup de curiosité. Ça devient plus, on reçoit ce qu'on a besoin de recevoir au moment qu'on a besoin de le recevoir. Alors, c'est agréable. C'est agréable. On perd l'ambition de l'ego. Mhm. Et c'est le but. Le but, c'est ça, c'est de dissoudre cette ambition qui nous a, dans un premier temps, appelé à aller vers l'esprit, à aller dans le supramental. Il faut qu'il y ait une ambition. C'est sûr, l'ego est ambitieux, il sent l'appel, il sent l'énergie de son esprit qui est en arrière. Ça le fait vibrer. Il écoute une conférence, il vibre, il aime ça, il en veut plus. Fait que, il va vers ça, puis à un moment donné, ben, ça va se calmer, puis ça fait partie de, du cycle du rapprochement de son esprit. Oui, exactement. Lorsque l'ego vit une forme de saturation expérientielle, ben, à un moment donné, il peut saturer d'écouter aussi des enregistrements ou autre chose, là, tu sais. Il va être moins, il peut être moins enthousiaste là, par rapport à tout ce matériel. C'est ça. Puis même en parler, ça devient difficile avec d'autres parce que il y a des choses que les autres ont besoin. Peut-être que chacun a différents besoins. Euh, S'il y en a un qui a moins besoin du concept de la colère, puis il s'exprime à quelqu'un que lui en aurait besoin beaucoup parce qu'il y a un manque de volonté, puis que le principe de la colère, ça l'aide à entrer dans sa volonté face aux forces. À ce moment-là, c'est difficile d'avoir une communication. Tu sais, quand il y en a un qui se défait d'une forme, puis l'autre est en train de se construire dans la forme. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Là, puis ça crée souvent des divergences de perception, d'opinion. Mhm. Et c'est pas que l'un a raison puis que l'autre a tort. Tout le monde a raison dans sa vibration. Tout le monde a raison. Il y en a un qui voit les choses d'une telle manière, puis l'autre n'est pas d'accord, mais les deux ont raison parce que les deux sont dans une vibration qui est parallèle, qui est dans le sillon de leur propre chemin. Alors, il ne s'agit pas d'essayer de se convaincre d'une chose, d'une perception. Non, exactement. Puis les gens peuvent avoir des besoins différents. Donc, quelqu'un qui a tendance à se sous-estimer et de se sentir petit par rapport aux forces, lui, ça peut être bien qu'il monte en opposition, tandis que quelqu'un qui est très orgueilleux puis a tendance à se surévaluer, lui, il a plutôt besoin de redescendre ses pieds sur la terre, là. Exact. Fait que les gens ont des besoins différents, ce qui fait que quelque chose qui est utile pour quelqu'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre au même moment, là. Exact. Alors, c'est difficile à gérer tout ça quand on est sur des réseaux sociaux où est-ce qu'il y a des centaines de gens qui échangent entre eux. Puis, par contre, qui s'assemblent se ressemblent. Éventuellement, ben, on se fait amis avec les gens qui nous ressemblent. Puis, on a des échanges qui sont plus ajustés à la longueur d'onde commune. Et puis, bon, on peut avancer comme ça. Puis, de toute façon, si on dit quelque chose qui ne fait pas vibrer quelqu'un, ben, il l'intégrera pas et ça va passer tout droit. Alors, il y a une protection comme ça aussi. Oui, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça amène une forme de filtrage. Donc, Oui, c'est ça, ça empêche des gens d'être exposés prématurément à des choses qu'ils ne seraient pas capables de contenir ou d'assumer. oui, c'est ça. Alors, c'est comme, je sais pas, quand on écoutait au début des conférences, il y a des choses qu'on comprenait pas. Ça passait tout droit. On les écoute, on les aurait écoutées quelques années plus tard. On dit, ah, regardons ça. On n'avait pas vu tout ça. Alors, c'est comme, avec le temps, on capte de plus en plus des subtilités. Oui, exactement. Moi-même, je vais réécouter des fois des conférences de Bernard de Montréal. Ça fait plusieurs années que j'en écoute, puis je découvre tout le temps des choses, tu sais, puis je change aussi au fil des ans. Fait que ma façon des appréhender évolue aussi. Donc, Oui, c'est ça, ça nous amène à réaliser des choses que des fois on voyait pas avant, alors que c'était exactement le même enregistrement. oui, c'est ça.
Alors, c'est intéressant de voir les subtilités de l'évolution comme ça. Exactement. Mais pour ce qui est des mémoires cellulaires, est-ce que l'individu nouveau qui se conscientise est appelé à épurer toutes les mémoires traumatiques là, qu'il pouvait avoir là, depuis son passé, de sa vie présente, mais aussi potentiellement ses vies antérieures? Il n'y a pas besoin de regarder dans son passé, que ce soit dans son enfance ou ses vies antérieures, parce que son passé est toujours l'accompagne à tous les jours. Alors, à chaque fois qu'il vit un événement désagréable ou une pensée désagréable, c'est le passé qui se manifeste en lui. Ce sont ces mémoires-là, qu'elles soient traumatiques ou peu importe la nature. Il doit travailler dans l'instant présent, au moment où ça passe, au moment où cette pensée-là passe. Il doit être capable de reconnaître, de voir la toxicité ou le malaise que ça lui crée et apprendre à s'en libérer en la conscientisant, en prenant conscience de comment il se fait manipuler, comment son ego se fait manipuler par une pensée astralisée, par une pensée magnétisée. Et s'il est capable de faire le travail, de simplement l'observer, puis de voir qu'il est un petit peu manipulé par sa naïveté aussi, parce que les deux vont ensemble. On peut blâmer l'astral, mais l'astral va avec la naïveté de l'ego. Un ego qui est conscientisé perd beaucoup de sa naïveté, fait qu'il est beaucoup moins susceptible de se faire prendre par l'astral. Alors, c'est une démarche continue. Donc, travailler dans l'instant présent de ce qui nous traverse. En tout cas, pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux que de me faire d'essayer de rentrer dans des mémoires d'une vie antérieure. Ceci dit, si une mémoire d'une vie antérieure se révèle à moi avec clarté, que je la ressens vraiment, c'est sûrement parce qu'il y a une raison, qui m'amène à recevoir cette pensée que je dois regarder. Peut-être pour m'en libérer ou pour comprendre une clé sur ce que je suis. Alors, ça peut être utile, mais ça arrive pas tous les jours, là, ce genre de situation-là. Oui, mais autrement dit, tu ne vas pas courir pour faire des activités de régression hypnotique là, pour entrer en contact avec des vies antérieures, là, de ce que tu aurais pu avoir vécu, là, tu sais. Non, je ne ferai pas ça. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure qu'on réussit à déconstruire ces mémoires-là, on a de plus en plus de paix, puis de conscience, d'énergie vitale. On est mieux dans sa peau, on est bien. Et cette énergie-là, c'est ça qui construit le corps vital ou le corps éthérique. C'est la même chose parce que l'éthérisation du corps vital, c'est le but ultime. Mais ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'y penser. On peut l'observer par le système nerveux parce que le système nerveux, c'est un système électrique comme le corps éthérique. C'est des corps électriques. L'un reçoit l'énergie de l'autre. Donc, l'intégration de l'esprit, lorsque l'astralité est en perte, lorsque l'astralité diminue, puis qu'il y a de plus en plus d'énergie d'esprit qui passe à travers, ben ça construit le système nerveux, qui est le système éthérique éventuellement. Le corps éthérique se construit. Alors, c'est ce qu'on appelle le double éthérique, le double de lumière. C'est un corps d'énergie. Oui. Et par rapport à la construction du corps d'énergie, donc par rapport au système nerveux, est-ce que toi tu vois ça dans le sens que plus que le système nerveux est fluide, plus qu'il est, comment dire, il est rapide pour transmettre l'information, plus que ça va se construire rapidement? Si le corps émotionnel est transmuté aussi. Parce que le corps émotionnel, comme on disait tantôt, c'est aussi le système endocrinien qui est la lourdeur dans le corps physique. Alors, si on arrive à sécréter moins, à libérer
l'émotivité qui nous domine astralement. Et effectivement, cette énergie-là va servir à construire le système nerveux, le corps éthérique. C'est cette énergie-là qui construit le corps éthérique. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, là. J'ai peut-être perdu le fil de ta question. Non, non, il n'y a pas de souci, mais ton propos est intéressant parce que c'est sûr que à quelque part, puis en lien avec ce qu'on discutait là, en début d'enregistrement, là, c'est, puis moi, de la façon que je le capte, c'est vraiment être capable d'être capable de contenir là, les émotions puis les chocs qu'on peut vivre du quotidien là, sans être décentré par eux, parce que c'est ça qui représente des pertes d'énergie qui ne peuvent pas être mobilisées pour la construction là, du corps d'énergie. Oui, oui, c'est ce que je pense aussi. Il faut juste nuancer peut-être dans ce que tu appelles contenir les émotions. C'est pas la même chose que les transmuter, parce qu'on peut développer aussi une attitude. C'est assez faisable. Il y a beaucoup d'égos qui vont faire ça. Ils vont développer l'attitude de contrôler l'émotion au lieu de la vivre, puis éventuellement de la transmuter, de la transcender. Oui, non, tu fais bien de le recadrer parce qu'en effet, mon propos pourrait être interprété pour nourrir une attitude psychologique. Oui, c'est ça. Alors, ce corps éthérique-là, c'est la construction de cette énergie-là qui est en descente. C'est le corps de lumière qui permet éventuellement d'être un homme, un être de la 6e race, là, si on se sert de ce terme-là. Oui, qui a été amené par Nord de Montréal, entre autres. Mais c'est sûr que l'un des enjeux par rapport à tout ça, c'est de mettre en application, mettre en application, c'est une façon de parler, là, mais d'intégrer une instruction qui est en déphasage avec la société environnante, où les gens, les médias de masse, surtout en période de crise de coronavirus, on voit souvent des animateurs à la télévision, à la radio, qui carburent à l'émotionnel, qui cherchent à nous amener à sécréter des émotions. Donc, il faut aller un peu à contre-courant, là. Totalement. Il faut apprendre même à se dissocier psychologiquement de la société parce que tu peux pas être en harmonie avec ce qui se passe dans la société. Si tu attends après la société pour être bien, tu vas attendre longtemps. Écoute, il y a trop d'anarchie, de chaos dans la société. C'est trop polarisé dans tous les sens. Aussitôt que quelqu'un dit quelque chose, il y en a un qui dit le contraire. Fait que tu vas te faire prendre dans la polarité. Là, non. Quelqu'un qui intègre son énergie n'est pas influençable au niveau de la société. Même si, il est au courant de ce qui se passe, il ne se fera pas embarquer, à moins d'avoir vraiment un appel très fort. Je veux dire, si tu es appelé à aller marcher avec une pancarte sur la rue, puis que tu le fais, puis que c'est pour produire des choses au bout du compte, pourquoi pas? On a eu 2 exemples. Greta Thunberg, là, avec son mouvement pour l'environnement, là, elle est allée s'asseoir toute seule avec sa pancarte. Fille de, je ne sais pas, 15, 16 ans, 14 ans, je ne sais plus quel âge elle avait, là. Puis elle s'est faite remarquer par tous les médias. Son mouvement est devenu mondial. Elle est allée aux Nations Unies. Elle a parlé à tous les présidents, les chefs d'État. Il y a eu une parade à Montréal, un rassemblement de 500 000 personnes. C'est il y a à peine 2 ans, je pense, c'est arrivé. Mm-hmm. Alors, c'est drôle comment ça peut partir de quelque chose d'anodin, un appel vibratoire comme ça, puis devenir un mouvement mondial. L'autre qui me vient à l'esprit, c'était lors du printemps arabe. C'était en 2011-2012. Au début, ce qui a initié le printemps arabe, là, c'était un marchand ambulant qui s'est immolé sur la place publique. Juste un incident comme ça, puis ça a déclenché une série, un enchaînement d'événements dans tout le Moyen-Orient. Et ça a été vraiment majeur comme événement, ça. Il y a plein de dictateurs qui sont tombés suite à ça.
Oui, Donc, c'est ça, c'est ça. Si quelqu'un a la vibration est appelée pour aller, mais c'est pas moi. Je veux dire, moi, je me reconnais pas, tu sais. Je peux pas aller marcher sur la rue avec une pancarte pour adhérer à une cause. En tout cas, c'est pas dans ma vibration présentement. Je dis pas que ça peut être utile de le faire, mais il faut le faire en accord avec soi-même. Il faut vraiment bien s'écouter, puis que ce soit pas le résultat d'une influence extérieure. oui, exactement. Donc, parce que c'est sûr que les gens, au nom du militantisme, puis un désir de justice sociale, dans un sens, dans certains cas, ils peuvent être récupérés par de la haute astralité. Ouais, ouais. Donc, ça fait partie des enjeux. Mais sinon, c'est sûr, la question qui me vient en tête, c'est comment être en santé dans un environnement qui est toxique, dans le sens que quand on regarde ce qui se passe présentement en temps de crise de coronavirus, que ce soit dans les médias ou dans différents milieux, il y a beaucoup de gens qui sont sous tension. Il y a un certain stress qui est omniprésent depuis plusieurs mois. Donc, comment être en santé dans une société qui est sous tension, là? C'est intéressant. J'ai le goût que tu répondes à la question. J'ai le goût de te relancer la Ah, ben, question. pourquoi pas, hein? Oui, oui, vas-y. J'improvise un peu, là, Ben, juste c'est pour. correct. Je vais donner mon impression après toi. OK. Ben, en fait, ce qui me vient par rapport à la question, c'est, dans le fond, bon, de s'écouter d'abord, puis un peu comme tu le disais, là, d'être libre là, des influences, là. Puis, la capacité d'être libre des influences est encore plus pertinente à l'époque actuelle, en plein cœur d'une crise de pandémie mondiale où on essaie de nous faire peur par différents moyens, là, notamment à travers les médias, de la menace du virus. Ben, c'est sûr qu'avant la crise, on pouvait chercher à nous influencer, mais c'était pas de la même ampleur. Tandis que là, on parle depuis le mois de mars de l'année passée, ça fait quasiment là, à peu près le 15 de mars, dans ce coin-là, ça fait quasiment un an qu'une campagne continuelle à chaque jour avec le nombre de décès là, du virus qui est présenté là, dans les médias, avec un palmarès. Donc, il y a toute une grosse campagne qui est mise en place pour nous impressionner. Donc, on a déjà essayé de nous impressionner dans les médias par rapport à différentes choses, tu sais, que ce soit une campagne électorale ou différentes choses à différents niveaux, mais là, c'est comme majeur. Fait qu'à mon avis, la centricité de l'individu, voir comment il peut être stable dans son mental face à toute cette propagande médiatique, ben c'est là qu'il va en avoir la mesure, là, tu sais. Oui, oui, c'est intéressant parce que toute cette propagande, comme tu dis, toute cette énergie très polarisée qui nous bombarde, c'est aussi une occasion pour développer une centricité. En apprenant à ne pas se faire justement tirer à droite et à gauche, apprenant à ne pas croire, apprenant à voir qu'il y a de la manipulation qui cherche à nous tirer dans une distorsion de perception ou d'une influence, comme tu disais. Alors, c'est une occasion pour chacun de développer un regard personnel, un regard critique personnel sur la situation et pas se faire, pas s'identifier à la société. Si la société va mal, je veux pas que ça m'affecte. C'est le problème des autres, là. De toute façon, la conscience, c'est un mouvement individuel. On ne pourra jamais conscientiser la société au complet, là. C'est individuel. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je parlais de se dissocier psychologiquement de ce qui se passe dans la société. Ça ne veut pas dire ne pas être intéressé ou ne pas savoir, ne pas être à l'écoute de ce qui se passe. Au contraire, c'est intéressant d'être à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir mieux réagir, pour pouvoir mieux se préparer si ça se met à aller très, très mal. Ben, il y aura une préparation parce qu'on peut voir les coups venir à l'avance peut-être, parce qu'on a plus d'intuition. Mais ça dépend. Il faut pas tomber non plus dans l'anxiété parce que, comme tu disais, quand on est bombardé par ça, il se crée beaucoup de stress et d'anxiété. Alors, si on réussit à garder une neutralité de pensée, puis parce que l'anxiété, c'est souvent une peur par anticipation.
Oui. L'événement n'a pas eu lieu. Alors, si on ne veut pas anticiper quelque chose alors que c'est pas encore le cas. On peut commencer à anticiper si on a des vraies intuitions. À ce moment-là, ben, on sera dirigé par notre propre esprit à prendre les situations, les actions, pardon, vis-à-vis de la situation. Oui, exactement. C'est sûr qu'on peut prendre une distanciation, non pas sociale, mais astrale. Il y a quelqu'un qui avait sorti ça sur un forum, là, sur Facebook. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant là, comme expression. Là. Parce que Mm. c'est sûr qu'à l'époque présente, dans le cadre de la crise, on parle beaucoup de distanciation sociale, donc des distants des autres là, à 2 mètres ou à 1 mètre, à 2 mètres ici au Québec ou à 1 mètre là, en France, mais un peu partout dans le monde, c'est à peu près le même concept qui est apparu, mais on peut prendre une distanciation par rapport à l'astral planétaire pour se recentrer. Là. Oui, parce que si les événements continuent de se bousculer, il y aura de plus en plus d'énergie qui va circuler. Là. Ça va circuler de plus en plus vite aussi. C'est cette énergie-là qu'on veut. C'est ça, c'est cette énergie-là qui permet d'aller plus loin dans notre centricité. C'est cette énergie-là qui est une tentative de nous vampiriser finalement, une tentative pour l'astral de s'infiltrer dans notre psyché. C'est cette tentative-là, cette même énergie-là qui est utile, qui peut être utile à nous pousser, à nous amener plus loin dans l'intégration de l'énergie elle-même. Oui, certainement, parce que si la vie est un long fleuve tranquille, puis on ne connaît pas d'opposition ou de situation de crise, habituellement, on ne va pas nécessairement développer des capacités particulières ou on ne montera pas en vibration, là, tu sais, ou en opposition, tu sais. Exact. Ouais. Fait que c'est sûr que la crise actuelle peut être une bonne opportunité pour des gens, voir à quel point ils ont intégré l'instruction supramentale, parce qu'il y a des gens qui écoutent ça depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est en étant confronté à une adversité d'une telle ampleur qu'il y a sans doute des gens qui vont voir à quel point qui vibrent ou non à la peur là, à cause de l'événement. C'est ça. Transmuter la peur, transmuter les malaises. C'est ça le test. C'est ça le test parce qu'à ce moment-là, ben, tu te démagnétises quand tu fais ça. Parce que la peur, c'est une magnétisation. Toutes les tentatives d'influence, ce sont des tentatives de magnétisation de ton corps astral. Alors, Ouais. si on est capable de voir à travers ça, puis garder une centricité, puis de se servir de cette énergie-là pour aller plus loin, ben c'est sûr que notre système au complet va en bénéficier. Le corps physique, le système nerveux, le système hormonal, tout ça, on sera et psychiquement dans un équilibre, dans une paix, et physiquement, on aura le reflet de ça dans notre corps physique. Il y aura un bien-être. On aura moins de stress, moins de tension musculaire, moins d'irritation, un meilleur sommeil, etc. Exactement, puis on pourra en savourer les bienfaits. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est sûr que ce qui est intéressant de regarder, entre autres avec la crise du coronavirus, c'est le fait que ça s'étire dans le temps. Et donc, au fil des mois, ben, c'est un petit peu comme à la boxe. Il y a des gens qui tombent au combat, là, dans le sens, il y a un premier round, ils tiennent sur le ring, ensuite un deuxième. À un moment donné, il y en a qui tombent au troisième, cinquième, etc. Donc, c'est de voir la contenance dans le temps de tout du chaos mondial qui est présent, lié à la crise. Ben, chaos, j'exagère peut-être un peu, là, mais en tout cas, tension mondiale. Ouais. Donc, d'être capable de faire face à cette énergie-là, il faut avoir une bonne centricité. Là. Oui. Moi, je parle à beaucoup de gens qui ne sont pas trop concernés. Ils en souffrent pas trop. On peut en parler. Y a pas, je sens pas beaucoup d'anxiété. Alors, c'est vraiment un travail individuel rendu là. Comme on disait, c'est sûr que si la société vit une anxiété ou si l'anxiété sociale se répand
parce que l'astral, c'est vraiment magnétique. Hein, ça se répand vite, ça se répand facilement. Mhm. Puis tout dépend aussi des événements qui vont suivre, parce que, enfin, moi, je ne sais pas les événements qui vont suivre. Est-ce que ça va s'estomper avec les mois? Est-ce qu'il y aura des variantes du virus que les vaccins ne vont pas régler, et puis ça va empirer? Tu sais, tout peut arriver. Ou est-ce qu'il n'y aura pas un nouveau virus? Tu sais, on peut partir dans les scénarios à l'infini. Alors moi, je n'ai pas de réponse. Je suis obligé de travailler avec ce qui est là, puis le court terme. Je n'ai pas de vision à long terme. Je ne suis pas rendu là. Oui, mais on pourrait canaliser sur du long terme. C'est intéressant comme sujet parce que j'ai eu un échange sur Facebook avec quelqu'un qui voulait m'amener à canaliser comment que je voyais l'évolution de la crise par rapport à justement la question de la vaccination obligatoire potentielle, ces choses-là. Puis j'ai répondu que je voulais pas faire de prophétie parce que qu'est-ce qui se rapporte au futur, tout peut changer, tout bouge tout le temps. Donc, je voulais pas trop dépenser de l'énergie avec ça. Puis surtout, si on est dans le supramental, toutes nos prophéties vont être bafouées. C'est mon intuition là-dessus. Parce que l'esprit ne va jamais donner de pouvoir à l'ego. Il ne va jamais y donner des réponses pour être dites en public. Si l'ego qui est dans le supramental ou qui se pense être dans le supramental se met à faire des prophéties, c'est sûr que si jamais ça se réalisait, ben, ça va y donner beaucoup de pouvoir à cet ego-là. Puis c'est pas dans l'intérêt de personne de se faire magnétiser par un ego qui a du pouvoir et qui a une voyance sur l'avenir. Oui, D'ailleurs, exactement. même la voyance, même les voyances de Bernard, il y en a plein qui n'ont pas eu lieu, là, qui sont pas arrivés à aboutissement. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que si quelqu'un qui avait un taux vibratoire aussi élevé que Bernard, ça ne s'est pas actualisé, ben quelqu'un en processus qui n'a pas le même taux vibratoire, il y a des chances que ça n'arrive pas non plus, là. Oui, c'est ça. Il y a plein d'exemples. Avec Daniel Kemp aussi, que j'apprécie, mais je me souviens dans une conférence dans la fin des années 80, ça m'avait frappé parce qu'on était dans la salle, il nous disait que là, il y avait un nuage supramental, un nuage cosmique, un nuage cosmique supramental qui s'en venait, puis que d'ici quelques jours, quelques semaines, là, il y a des gens qui seraient happés par ça. Fait que, évidemment, c'est pas arrivé. Là, il n'y a personne qui a fusionné, il n'y a pas eu. Alors, ça fait partie des jeux de l'esprit avec l'ego qui entre dans le supramental, de lui donner de l'information qui a l'air tellement senti, tellement connecté, puis finalement, l'esprit se moque de l'ego qui a reçu l'information. Puis c'était juste pour donner une leçon à l'ego, vois-tu, quand tu vas avoir des informations, garde-les pour toi. Parce que tu vas avoir l'air pas d'un fou, mais tu vas te faire bafouer quand tu parles trop vite avant le temps. Alors. Puis quand ça sera des informations utiles, ben, il va les garder pour lui, au lieu de magnétiser tout le monde, puis d'essayer de se donner du pouvoir ou c'est ça, de vouloir se faire un suivi de personnes qui sont impressionnées. C'est ça. Oui, c'est sûr que de toute façon, le but de l'énergie supramentale, c'est pas d'amener l'ego à devenir un petit maître comme dans le temps de la spiritualité, qui va avoir une horde de disciples derrière lui là, qui sont fascinés par sa personne. Exactement, c'est ça. Sauf si c'est dans la programmation de l'individu que de vivre une intégration plus poussée, puis d'en arriver à avoir une notoriété publique ou de donner des conférences en public. Ben, à ce moment-là, c'est sûr que l'esprit va travailler avec lui pour montrer qu'il y a un petit peu de pouvoir, mais jamais pour l'ego personnel. C'est juste pour créer de l'information utile pour faire monter la vibration de ceux qui écoutent. Là. Ça ne sera pas pour se donner un pouvoir personnel.
Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, là. C'est sûr que l'esprit va mettre en vibration des gens qui parlent, mais ça va être plus pour transmettre une instruction avec objectivité plutôt que d'amener un ego être un piédestal puis en faire un gourou, là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand on sent pas beaucoup d'ego en moi, quand Bernard parle, il n'y a pas d'ego, là. On sent que c'est juste la vibration qui passe. Puis elle ne cherche pas à se valoriser, donc il n'y a pas d'ego. Alors c'est très transparent comme parole. Puis elle est là la force de l'esprit qui traverse l'ego. Oui, exactement. Puis c'est sain aussi, là, parce que sans ça, on sort pas du piège là, des gourous, puis des sectes, puis de l'endoctrinement là, qui peut être fait, là. Exactement. Ouais. Oui, ben écoute, on a parlé pendant un bon bout de temps depuis tantôt. On a couvert plusieurs sujets. Moi, j'aurais pas mal fait le tour. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je ressens la même vibration que toi. Je sentais qu'on avait fait une bonne ronde, là, puis il y a du matériel intéressant qui a été dit. Je pense que c'est, c'est, euh, c'est bien pour moi. Je suis satisfait. J'ai pas vraiment plus à rajouter pour l'instant. Puis c'est ça, c'était bien. Excellent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, bien, je vais laisser tes coordonnées, là, comme j'avais fait l'autre fois, le Facebook, là, en bas de l'enregistrement. D'accord, merci. C'est très bien. Puis, sinon, s'il y en a qui ont apprécié d'écouter cet enregistrement, qui était une discussion, on a été sur plusieurs pistes, sur plusieurs directions. Fait que je suis content de ne pas avoir mis un titre spécifique. Donc, écoutez, si vous avez apprécié cette discussion ou les enregistrements que je mets en ligne là, sur ma chaîne YouTube, bien, c'est sûr que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière si vous en avez la vibration via les services de paiement sécurisés que sont Interac ou PayPal. Donc, ma petite invitation est faite de mon côté. Fait qu'écoute, Antoine, ça a été un plaisir renoué en cette deuxième entretien que nous avons fait ensemble dans les dernières minutes. Pareil pour moi. Je te remercie beaucoup. Ça a été bien agréable. Merci, David. C'est moi qui te remercie aussi, Antoine, et à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.